Je vous aime. Il n'y a pas de rôle ce soir, il y a simplement un homme, un acteur, qui pour une fois sur scène est là, à nu. Quelquefois, la vie vous aide à vous réaliser vous-même et par votre vie à aider celle des autres. Chacun a 3 vies. La vie qui est déjà écrite avant même qu'on soit né. On n'est que le bout d'une chaîne avec tous ceux qui nous ont précédés dans notre famille, comme les branches d'un arbre depuis des millénaires. Cette vie qui est déjà programmée pour vous, certains n'ont pas réussi à s'en échapper, ou n'ont peut-être pas voulu dévier de ce qui était déjà écrit pour eux. Alors voilà, on a cette première vie. Et puis il y a une deuxième vie, c'est celle qui nous prend dans la tête, enfant déjà peut-être, en réaction à la violence de chaque jour, ou en réaction au contraire à ce rayonnement des êtres rares qu'on peut rencontrer. Alors cette deuxième vie, c'est cette vie rêvée. Tout d'un coup, vous vous prenez pour un héros d'un film, vous prenez aussi bien pour Charlot que pour John Wayne, Gary Cooper ou Brigitte Bardot, pourquoi pas. Et donc, cette deuxième vie, cette vie rêvée. Bon, peut-être une bonne partie d'entre nous ont réussi à la vivre. Et puis il y a une troisième vie. C'est celle qui ne dépend ni de vos rêves, ni de la réalité. C'est la vie qui vous tombe dessus. Parce que ce jour-là, vous étiez à cet endroit-là, à ce moment-là. Parce que le destin vous a fait peut-être suivre les pas de quelqu'un qui vous a entraîné dans cette troisième vie. Ce soir, je vais vous raconter comment je suis passé d'une vie à l'autre. Je suis le fils d'un couple d'émigrés qui n'avait vraiment rien pour se rencontrer. Mon père était un peu du style Mastroianni, Gassman, séducteur. Il était le seul garçon d'une famille qui comptait déjà plusieurs filles. Et donc, cette famille venait de Moravie, un peu comme la famille de Gustav Mahler. Mais au lieu de passer par l'Autriche et par l'Allemagne, ils étaient arrivés directement en France. Et donc, les Huster étaient une petite famille bourgeoise intégrée totalement, qui se prenait pour des Français. Et puis l'autre famille, celle de ma mère, celle-là, c'est exactement le contraire. Ma mère était la fille d'un Polonais, Mathis Krashbaum, et d'une Russe, Ursula Grossman, et qui se trouvaient, eux, à la fin du 19e siècle, en Russie tsariste. Et donc, ils ont voulu échapper, tous les deux, qui s'aimaient au pogrom, ils sont arrivés en Allemagne. C'est pas un très bon choix, donc ils sont repartis d'Allemagne pour se retrouver en France. Et là, en France, étant donné que la situation est très difficile, quand vous étiez russe, bon, vous aviez une chance de devenir chauffeur de taxi, mais sinon les Polonais, non. Alors mon grand-père et ma grand-mère, Mathis et Rouchla, sont donc montés sur ce bateau pour partir aux États-Unis et vivre leur rêve américain, comme tant d'Italiens, d'Allemands, d'Autrichiens, de Belges, de Russes, voilà, fuir aux États-Unis. D'autres, comme les Belges ou les Hollandais, avaient aussi choisi l'Afrique. Et voilà dans le bateau, et ma grand-mère se met à vomir. « Qu'est-ce que tu as ?» lui demande mon grand-père. « Je suis enceinte. »« Ah. Eh ben alors, ils ressortent du bateau, et le Titanic s'en va sans eux. C'est fou quand même d'être sur Terre à cause d'un vomi. Et bon, donc, ça commençait bien. Bon, c'était écrit, hein, sans doute. Et donc, il reste en France, et la petite Suzette, elle naît, mais comme évidemment, ce couple n'a aucun moyen, ma grand-mère devient une petite ouvrière d'un atelier de couture, mon grand-père devient plutôt gangster un peu, et un peu De Niro, hein, dans Le Parrain numéro 2, et donc ma mère Suzette, elle va naître dans ce quartier de la Bastille, du boulevard Voltaire, et elle c'est plutôt Marilyn Monroe. Toute sa vie, même à 80-90 ans, elle aura toujours des barésilles. Et elle sera toujours, oui, ma grand-mère, c'est terrible, vraiment. Et elle rêvait, elle, de devenir actrice. Elle passe dans les années 20 des essais pour la Warner Bros. Elle est prise, mais mon grand-père, évidemment, l'empêche de partir aux États-Unis, elle, à son tour. En 14-18,
ce grand-père polonais s'engage dans l'armée française pour devenir un vrai Français. Il est médaillé et il est persuadé que voilà, sa famille est devenue une famille française. Quand mon père et ma mère se rencontrent et tombent fous amoureux, là, ma mère, qui était déjà fiancée à Hertz, vous vous rendez compte, elle serait devenue l'épouse de Hertz, vous savez, les voitures de l'occasion, et voilà. Et puis les Joffo aussi, enfin, toute cette jeunesse des années 30, quand ils tombent amoureux l'un de l'autre, ils s'attendent pas évidemment à mettre au monde deux fils et une petite fille, parce que la guerre arrive. Mon père va dans l'aviation, il aura fait ses 3 ans et quelques de service militaire, plus la guerre, bien sûr, et ma mère échappe aux nazis, à la Gestapo, en allant, comme beaucoup d'autres familles émigrées, dans la zone libre, en bas, à Nice notamment. Tristan Bernard, lui, a moins de chance, il est repris par la Gestapo, mais sauvé par Sacha Guitry. Et mon grand-père est arrêté par les Allemands, finalement. Il fait partie du convoi 43 et il va être déporté au camp d'extermination, et pas de concentration, au camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau, comme les 6 millions de Juifs qui vont mourir et les autres aussi, homosexuels, communistes, anti-nazis qui vont mourir dans ces camps, et les soldats, bien sûr, prisonniers aussi, qui vont être massacrés. Ce grand-père a fait partie de ce qu'on appelle les Sanders Commandos, puisque quand ma maman reçoit, au moment de la fin de la guerre, enfin une lettre de l'Allemagne, et bien dans cette lettre, on lui annonce que mon grand-père est mort au moment où les Russes sont venus pour libérer le camp. En fait, la plupart des milliers de déportés n'étaient pas morts, mais étaient dans un tel état qu'ils ne pouvaient même pas arriver à les nourrir. Et donc, ils sont morts finalement dans ces quelques jours, soit dans les trains qui les ramenaient, soit sur le terrain lui-même. Ce grand-père mort, donc ma grand-mère, à la fin de la guerre, cette Rouchla Grossman, qu'on appelait Rose, pour la franciser, donc cette grand-mère rencontre un autre homme qui s'appelle André Wirth, c'est un Alsacien, et alors lui, c'est pas du tout du genre comme mon père Gassman ou Mastroianni, c'est plutôt du genre Humphrey Bogart. Et il avait 20 ans de moins que ma grand-mère, et cet homme de 40 ans devient en fait mon vrai père, puisque chez moi, ça n'arrête pas de s'engueuler, entre mon frère aîné et mon père, entre ma mère et ma petite sœur, et j'étais dans la chambre un peu à part, et là, sous les draps, chaque nuit, avec ma lampe de poche, vous savez, une lampe Wonder qui ne s'use que si l'on s'en sert, je lisais sous les draps pour pas me faire engueuler, des bouquins, les Balzac, les Hugo, les Stendhal, et je me prenais pour tous ces héros. Mais je n'avais pas du tout l'intention de devenir comédien. Dans toutes les familles émigrées, on devenait soit avocat, soit médecin, ou alors, si la mère avait plus d'importance que le père, pianiste ou artiste. Et donc là, c'est mon père qui avait plus d'importance. Et j'étais élève à l'école Louvois. C'était une petite école communale où mon meilleur ami s'appelait Patrick Devers. Patrick était juste dans la rue à côté de moi. Moi, j'habitais rue Monsigny. Lui, il habitait rue Sainte-Anne. Et il faisait partie, lui, d'une famille de comédiens. Les Morin, les Devers, Mado Morin. Sa mère était une actrice formidable, adorable. Et il avait tout de suite poussé son fils, Patrick, qui était si doué pour être jeune comédien. Il avait 10 ans, il avait 11 ans. Il participait déjà à des pièces de théâtre. Il nous racontait ça dans la cour du square Louvois. Et il me racontait aussi ce qui lui était arrivé dans sa vie et qui allait m'arriver dans la mienne. Ma grand-mère avait, donc à la fin de la guerre avec André, faisait une petite maison de couture et elle avait réussi à avoir une petite maison de campagne à La Varenne-Saint-Hilaire. Et un soir, je suis donc dans cette maison de campagne et avec ma petite lampe de poche qui me suivait pas, je pose mon livre des 3 mousquetaires et je commence à m'endormir. Et je suis réveillé par une lampe de poche. Je me demande si c'est ma lampe de poche qui est là-bas. Et il y a un monsieur qui rentre dans mon lit et qui me viole. Et je me rendais pas du tout compte, bien évidemment, j'avais 11 ans, je me rendais pas du tout compte de ce que monsieur faisait, je savais pas ce qu'il faisait, j'avais l'impression qu'il me mettait le doigt dans le derrière, je me demandais pourquoi. Sauf qu'à un moment, il m'a mis un couteau sous la gorge et le sang a commencé à couler sur mon pyjama. Et je me suis dit qu'il se passait donc quelque chose de pas normal. Le monsieur parlait pas du tout. Et tout d'un coup, les phares de la voiture d'André, qui conduisait sa fameuse Peugeot 403 à l'époque, il en était fier, André, les phares arrivent sur le mur de ma chambre et le monsieur, pris de panique,
s'en va, sort du lit. Et André rentre avec ma grand-mère, voilà, pour vous regarder si tout va bien, et je leur raconte cette histoire. Une lampe de poche, mais arrête, t'es arrivé. Et à ce moment-là, André ramasse le chapeau du monsieur, qui était un chapeau comme en tissu comme une gabardine. Et le lendemain, je me suis donc retrouvé au commissariat de Saint-Maur-des-Fossés. Et j'avais l'impression d'être dans un film en noir et blanc. Et en me retrouvant là face à ce commissaire de police, j'étais très intimidé. Ma grand-mère et André étaient assis un peu plus loin. Et le monsieur m'interrogeait comme si j'étais moi un héros. Et je le trouvais dégoûtant, ce type-là, parce qu'il avait la chemise qui était comme ça ici, il avait l'autre bras qui était jusqu'au bout, il avait une espèce de cigarette marron en papier maïs, une sorte d'une gauloise bleue probablement. Enfin, j'avais l'impression d'être dans un film avec un mauvais commissaire. Il tapait à la machine avec un doigt. Et je faisais ma déclaration. Alors donc le monsieur il t'a mis le doigt dans et quel doigt et tout d'un coup il a sorti des photos, évidemment des photos d'Africains, de Noirs, d'Algériens, une bonne dizaine de photos. Alors c'est lequel? Alors c'est lui là, hein? C'est lui, dis-moi, c'est lui. Et tout d'un coup j'ai regardé André et j'ai senti que j'étais devenu un petit homme parce que j'ai dit non. Si j'avais dit oui, à cette époque, il y avait la peine de mort, on l'aurait peut-être guillotiné, ce monsieur. Et je me suis retrouvé dans la voiture après, à l'arrière, et je regardais dans le rétroviseur le regard que me portait André, et j'étais très fier de moi. Et j'avais eu l'impression, contrairement à cette vie qui était peut-être programmée, d'avoir choisi une autre vie. Je ne savais pas laquelle. André est mort à 51 ans d'un cancer du pancréas. À cette époque-là, c'était très difficile de soigner le cancer. Gérard Philippe est mort à 37 ans d'un cancer du pancréas. Et j'allais voir André, qui était, comme on le pensait tous, dans une maison de convalescence. On l'avait opéré, on l'avait simplement ouvert et constaté le désastre. Je ne savais pas. Et il était en robe de chambre. Ces maisons de convalescence, tous les gens qui y étaient allaient mourir. Et tout d'un coup, il m'a agrippé le bras. À cette époque-là, les hommes, ils avaient l'ongle du petit doigt très long, parce que ça leur permettait de faire ça dans leurs oreilles. Et son ongle, il s'est cassé dans mon bras, tellement il m'appuyait. Et André m'a dit, tu sais, c'est peut-être, oui, c'est la dernière fois qu'on se voit, toi et moi, Francis. Quoi? Oui, parce que je vais mourir, tu sais, ici. Mais c'est pas grave, parce que ma vie dure un demi-siècle ou un siècle, ça n'a pas d'importance parce que je n'ai pas donné de sens à ma vie. Je comprenais pas très bien ce qu'il me disait, j'étais déjà en larmes, et il me confie que si on donne pas un sens à sa vie, cette vie, elle n'a aucune raison de se prolonger. Et jure-moi que tu lui donneras un sens à ta vie. Et je revis souvent cette scène-là, beaucoup plus que l'autre d'ailleurs. Et je lui ai juré de donner un sens à ma vie. Je ne savais pas lequel. Et je me suis retourné, il était déjà plus là. Alors, je suis rentré puisque j'étais dans un déséquilibre, finalement, avec la mort d'André. C'était comme si j'étais déjà hors de ma famille. Je suis rentré élève au lycée Carnot. Le lycée Carnot, à cette époque-là, il faut le dire aux jeunes, ils le savent certainement pas. Au lycée, à cette époque-là, non seulement on n'avait pas le droit de fumer, ni de parler pendant la classe, mais on était tous en costume, et puis en cravate. Et on se mettait en rang devant la porte de la classe, à chaque heure de cours. On sortait de classe en classe, on se remettait tous en rang, le professeur arrivait, il ouvrait la porte, et puis il nous faisait signe d'entrer, on s'asseyait, on avait chacun notre place attribuée, et on parlait pas, il nous faisait signe de s'asseoir, c'est fini, puis c'était le cours en entier, sauf qu'évidemment, au lycée, on avait la chance d'aller en colonie de vacances. Alors, en colonie de vacances, au sport d'hiver, et à Pâques, au sport d'hiver, on partait à Val d'Isère. Et quand on arrivait à Val d'Isère,
on avait une seule ambition, avoir une première étoile, une deuxième étoile, une troisième étoile, et ce qu'on appelait un chamois. Vous savez, le chamois, c'est le slalom. Ce sont les piquets comme ça, et on descend entre avec les skis. Seulement, pour pouvoir donner chamois d'or, chamois de bronze, chamois d'argent, il faut qu'un ouvreur, donc un skieur professionnel, descende le slalom, et puis en fonction du temps qu'il fait, 10 secondes de plus ou 20 secondes de plus, t'as l'or, t'as l'argent, t'as le bronze ou t'as rien du tout. On n'avait pas de bol à Val d'Isère, parce que l'ouvreur, c'était Jean-Claude Killy. Pas de bol, hein, vraiment. Je te jure, à la Clusaz, ils avaient Périlla, ils avaient plus de chance, parce que Périlla, il descendait comme ça, allez. Et donc, on avait deux chamois au début des vacances et à la fin. Et là, c'était juste le jour où on arrivait dans Bourg-Saint-Maurice, où le train arrivait, puis après, on montait en car jusqu'à Val d'Isère. On arrive là-haut, moi, je vais tout de suite pour prendre nos skis qui nous étaient attribués, et je me rends tout de suite au Rogonnet, c'était la pente où se passait le slalom, et il y avait, pour arriver en haut, où il y avait tout le monde avec les dossards, moi j'avais déjà mon dossard qu'on prenait en bas, il y avait un petit téléski, le plus petit téléski du monde, il s'appelle les Blanchettes. Et donc, je mets le truc du téléski, et voilà, et je monte, voilà, comme ça. Mais c'est rien, je vous assure, il est même pas grand comme la Seine. Et j'arrive en haut, et là en haut, bon, j'enlève le truc, voilà, ça y est, je suis au niveau de... Et là, se trouve un petit enfant de 3 ans, avec sa petite luge, qui est juste là à l'arrivée, qu'on peut pas voir. Et donc, aïe! Merde, putain. Je me déchausse, j'enlève le ski, qu'est-ce que je me suis fait l'entorse, qu'est-ce que j'ai fait? Merde. Je descends, bien sûr, comme un dieu vivant sur un seul ski, j'arrive en bas, et en bas, il y a toujours une petite infirmerie, on me regarde, fracture de la malléole interne. C'est quoi? Ben, y a rien de pire, mon vieux, c'est fini, c'est terminé. Faut plâtrer. Mais là, non, pas là. Là, tu vas faire 15 jours avec une attelle dans le lit. Ah bon? Et je me retrouve pendant toutes les vacances dans le lit avec une attelle, parce qu'on plâtrait pas encore. On attendait d'abord que ça se ressoude un petit peu. 1 mois et demi avec le plâtre jusque-là. Alors, au lycée, je pouvais plus aller comme les autres à la piscine ou au football. Et donc, j'ai profité de ces 1 mois et demi, pendant qu'eux allaient s'amuser, à rebouquiner. Et j'étais passionné pas du tout par la médecine, pas du tout par le piano. J'étais passionné tout d'un coup par le bouquin qu'il y avait dans la salle de classe, qui était un gros bouquin de Shakespeare. Et comme je parlais un petit peu déjà anglais, je regardais le vrai Shakespeare en anglais, puis la traduction de François-Victor Hugo. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose là-dedans qui dépassait la poésie. C'est-à-dire que, par exemple, quand Shakespeare, dans Hamlet, quand je lisais Hamlet, être ou ne pas être, c'est la question. Je me suis dit que il y avait peut-être une autre religion que celle juive, musulmane, chrétienne, bouddhiste. Il y avait peut-être la religion des hommes. Et que tout d'un coup, un homme peut se demander si vraiment il y a une autre vie là-bas, et si peut-être, au cas où il n'y aurait pas d'autre vie là-bas, celle qui peut vivre ici, elle doit pas être faite de respect et d'honneur. Enfin, on m'enlève, ça y est, le plâtre, et j'arrive le matin au bout d'1 mois et demi, mais 1 heure après, parce que j'étais à la clinique du professeur Judet, qui était à Neuilly, et j'arrive donc, moi ça va, j'ai plus mal, au lycée Carnot, je pose mon sac devant le mur, je me retourne, et il y a un triporteur qui me passe sur la jambe. Non, franchement, c'est pas la 3e vie, ça. Je sais pas, il aurait pu discuter avec quelqu'un d'autre, il aurait pu aller pisser dans un café, non, le mec, il passe juste là. Et au moment où je me retourne, une demi-seconde avant, je l'aurais vu, j'aurais fait ça. Et je serais pas là ce soir. Donc, 4 mois et demi de plâtre jusque-là. Donc, j'ai une jambe plus petite que l'autre. Parce que ça s'est tassé. Et donc, je peux plus rien faire. Bon, c'est bien Shakespeare, mais enfin, je vais pas lire toute l'œuvre de Shakespeare. Et mon oncle me dit, écoute, va prendre des cours de théâtre, ça te donnera un peu de force de caractère quand tu te trouveras en face d'un enfant ou d'un adolescent pour expliquer qu'il va falloir quand même qu'il se batte pour essayer de se sauver. Et donc, à l'intérieur du lycée Carnot, il y avait un cours
interconservatoire, c'est-à-dire un conservatoire d'arrondissement où on avait la chance de ne pas payer du tout. Et donc, des jeunes qui voulaient faire de la danse, qui voulaient faire du théâtre, qui voulaient faire de la peinture, qui voulaient faire de la musique, ils pouvaient venir comme ça 2 à 3 heures par semaine pour travailler avec des professeurs, soit des vieux professeurs qui finissaient leur carrière, soit par des jeunes qui étaient là et qui étaient passionnés par la pédagogie. Et il y avait un jeune comédien de la Comédie Française qui s'appelait François Eichholzer, qui était un des élèves du plus grand professeur dont tout le monde en France connaissait le nom, René Simon, le cours Simon, Michel Morgan, tout le monde était passé au cours Simon, et il avait parmi ses jeunes élèves ce François Florent, qui était devenu donc comédien, et qui s'appelait Florent parce que René Simon lui avait dit « Ah, Eichholzer, tu vas pas t'appeler Eichholzer, on va faire une carrière avec Eichholzer, tu vas t'appeler... » Il avait une boîte de réglisse, c'était les réglisses Florent, tu vas t'appeler Florent. Alors il s'appelait François Florent. Et donc il était dans cette petite salle de classe, la directrice était Annette Haas Hamburger, comme un hamburger, et en fait c'était la maman de Michel Berger, cette femme extraordinaire, et il avait que 3 élèves dans cette petite salle de classe au lycée Carnot. Et moi j'arrive, les 3 élèves, Jacques Weber, qui allait devenir Jacques Weber, Catherine Ferrand, qui allait être une grande sociétaire du français, et Faudemer, qui allait être un merveilleux acteur. Je viens, je rentre, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux, toi? Il croyait que je rentrais pour une salle de sciences naturelles. Ben, je dis rien, je suis là pour le théâtre. Le théâtre? Et pourquoi? Tu veux faire du théâtre? Et je dis, oui. Et pourquoi? Pourquoi tu veux faire du théâtre? Ben, je veux voir ce que je vaux. Quoi? Tu sais quoi? Tu vas apprendre la préface de Cromwell, 20 pages. Et donc, j'apprends la préface de Cromwell et je tombe fou amoureux, pas du tout du métier de comédien, je sais pas ce que c'est, mais des textes rentrés dans les Grecs et Euripide et Euripidou, les bacchantes, les grands textes grecs et tout. On faisait pas ça au lycée Carnot. Et je deviens copain avec Jacques Weber. À la fin de l'année, on est maintenant une quinzaine d'élèves. On est premier prix tous les deux du conservatoire du 17e. On passe le concours interconservatoire. Des milliers de jeunes danse, musique, etc., qui viennent à la mairie de Paris. À la mairie de Paris, il y a donc à peu près 1000 candidats pendant toute une journée. Et là, on décroche les 2 premiers prix. Prix de comédie classique pour Jacques et puis prix de comédie moderne pour moi. Seulement voilà, quand on est premier prix de toute la France des conservatoires municipaux, on a le premier tour du Conservatoire national d'art dramatique. Et donc, on est obligé de passer le concours du Conservatoire national d'art dramatique. Mon petit bonhomme, donne-moi la main, donne-moi la main, donne-moi la main. C'était Jouvet, la grande légende du conservatoire, entrée des artistes. Jouvet qui rencontre Martine Carole, qui ne veut pas faire une photo avec lui. Jouvet qui lui tend la main et qui lui dit, ma petite Martine, tu peux me serrer la main. Le talent, c'est pas comme la vérole, ça s'attrape pas. Donc, on se retrouve dans ce lieu magique du conservatoire, on passe le concours et on est à peu près 300 au dernier tour. On est là à attendre, il est 6h, il est 6h30, il est 7h. Il y a même certains parents qui sont là, il y a d'autres professeurs qui sont là. Moi, je suis tout seul et tout d'un coup, il y a un vieux monsieur qui descend l'escalier avec un béret, comme ça. Il avait eu la mâchoire fracassée pendant la guerre 14-18. Il descend comme ça, il avait même sa pipe et tout. Il cherche, il me voit, il vient jusqu'à moi. Il vient jusque là, il pousse tout le monde, il me tapote la joue, je t'attends demain. Et il s'en va. Je me dis, mais il est fou le concierge, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il veut? Et tout d'un coup, l'appariteur, il arrive avec un énorme livre sublime, il dit, résultat du concours du conservatoire, premier major de la promotion, Francis Huster, classe de René Simon. Le soir, je suis en face de mon père, Charles Huster. Alors à la table, je sais pas, ça a dû vous arriver, c'était une autre époque, c'était il y a 3 siècles. Donc, oui, en 1958, 59, 60, 61, 62, 63, ça s'appelait encore la France. Et donc, on était là, à table. Et à table, j'avais la serviette autour du cou jusqu'à 14 ans, avec un nœud derrière. À 15 ans, on avait le droit de la mettre là, dans le col. Comme ça faisait un triangle. C'était plus moderne. Les mains, il fallait toujours qu'elles soient là. Si jamais tu mettais un coude sur la table, une paire de gifles. Si jamais tu avais les mains sous la table, une paire de gifles. Si jamais tu parlais, oh là là, il valait mieux pas parler. Me voilà donc en face de mon père. J'ai 16 ans.
Et en plus, j'étais brillante élève au lycée Carnot, je représentais le lycée, vous pouvez vérifier sur Internet, c'est pas du bobard, au concours général de français et tout. Et il s'attendait à ce que je devienne, oui, ce médecin ou cet avocat. Hein. Et je lui dis, papa, je suis reçu au conservatoire national, et je suis premier, je suis reçu dans la classe de René Simon. Et mon père me donne une paire de gifles, plus forte que celle que Gabin donne à Robert Hossein dans Les Misérables au cinéma. Robert s'était évanoui. Et donc, moi, je m'évanouis pas, mais je quitte la table et je parlerai plus à mon père pendant 3 ans. Je quitte la maison et je rentre au conservatoire. Le conservatoire, des années de conservatoire, et là, au conservatoire, mais je suis pas du tout romantique ou quoi que ce soit. Moi, mes héros, les héros que je connaissais, c'était Charlot, Charles Spencer Chaplin, c'était Jerry Lewis, c'était Fernand Reynaud, c'était Robert Lamoureux, c'était Fernandel, voilà. Et donc, René Simon, je deviens le chouchou de René Simon. Et René Simon, comme c'était sa dernière année, il allait prendre sa retraite, il avait mis dans des petites enveloppes pour son successeur des notes sur chaque élève, sur ce qu'il pensait de chaque élève. Je ne savais pas ce qu'il avait mis à la fin de l'année, de cette année. Ce que je sais, c'est qu'on a vécu des moments incroyables, comme le jour où j'avais acheté un revolver, et je viens et je dis patron, ce qu'on l'appelait patron, comme lui Jouvet, la légende du théâtre, la statue du commandeur. Patron, ça vous ennuie pas, je voudrais passer le deuxième souffle. Non, mais qu'est-ce que je vais passer? Une scène du deuxième souffle de Paul Meurice quand il vient dans le café, que le gars est mort, il y a Dalban qui est là, et Meurice, j'ai trouvé la scène formidable. On passe là. Oui, patron, pouvez-vous mettre par terre parce que vous allez jouer le mort. Ah bon? Alors il s'allonge par terre avec sa pipe par terre, son béret, il est allongé comme un mort. Comme ça, et tous les élèves sont debout et tout, et moi je passe et je dis, alors évidemment, en imitant Paul Meurice, personne n'a rien vu. Et à ce moment-là, il y a l'appariteur qui rentre, et qui voit René Simon mort par terre et Francis Huster avec un revolver comme s'il l'avait tué. Ça m'a coûté très cher, j'ai été interdit du concours de deuxième année. Donc, pendant ce conservatoire, je fais des castings, ce qu'on appelle les castings, on fait des essais au cinéma. Et je fais un essai pour un film qui s'appelle le Petit Bougna. Alors je me retrouve dans ce casting du Petit Bougna. Et là, dans le casting du Petit Bougna, je me retrouve avec une dizaine de jeunes filles de 12-13 ans, et puis de petits noirs, parce que ça s'appelait le Petit Bougna, parce que le héros, le petit noir, dans une colonie de vacances, tombait amoureux de la petite jeune fille, et la jeune fille, elle était amoureuse du moniteur de colonie, et c'est le rôle que moi je devais jouer. Donc l'assistant dit, toi tu vas avec toi, toi tu vas avec toi, et je me retrouve donc dans une pièce avec un petit comédien noir et puis une jeune fille. Et la maman m'agrippe le bras, une femme très belle, genre Simone Signoret, allemande, et qui me parle en me disant, vous êtes comédien, parce que ma fille voudrait, madame, oui. Et cette fille, c'était Isabelle Adjani. C'était la première fois que cette jeune fille se retrouvait devant une caméra. On a été choisis tous les trois pour le film, mais je l'ai pas fait parce que finalement c'est devenu une coproduction italienne et un acteur italien m'a remplacé. Mais comme la maman de cette jeune fille m'avait parlé en me demandant des conseils, comment faire pour devenir vraiment comédienne professionnelle et tout, et je lui ai donné mon adresse et finalement cette jeune fille est venue assister au concours du conservatoire et puis ensuite on allait vivre notre histoire d'amour. Ce que j'avais vu ce jour-là, c'était quelque chose d'incroyable. Alors que je m'en foutais vraiment de devenir comédien. Je voulais devenir à cette époque-là peut-être, je sais pas, metteur en scène. Pour moi, j'étais fasciné par Alfred Hitchcock parce que je trouvais qu'avec la caméra, quand il avançait sur Cary Grant ou sur Grace Kelly ou sur Alida Valli ou sur James Stewart, la caméra, le mouvement, j'avais l'impression de rentrer dans l'âme du comédien. Et je me disais que ça n'existait pas dans la vie. Et que c'était peut-être quelque chose d'extraordinaire, que c'était peut-être ça le sens d'une vie, de rentrer dans l'âme des gens qui sont en face de vous. Et puis John Ford aussi, qui s'éloignait, l'homme tranquille, la bataille de John Wayne en Irlande, John Ford, des paysages absolument extraordinaires.
je me disais, oui, et quand tu t'éloignes, c'est plus les êtres qui comptent, c'est le monde. Peut-être il faut s'éloigner pour avoir une pensée plus haute de ce qu'est vraiment l'existence pendant le peu de temps où tu es sur Terre. J'étais complètement dans mes nuages, et cette jeune fille, c'est pas que j'en suis tombé fou amoureux là, c'est qu'elle m'a révélé quelque chose. Elle avait ce visage de Madone, elle avait ses yeux clairs, des miroirs comme des lacs, elle avait l'aspect de grâce ou de tendresse humaine. Elle était en train d'éclore à la vie. On pouvait pas savoir vraiment son caractère, mais il y avait une chose que j'avais jamais ressentie, sa voix. Alors, j'ai compris ce jour-là qu'il y avait peut-être aussi une mission pour un acteur, pour une actrice. C'est d'apporter aux gens, pendant quelques instants, quelques moments, des fois quelques minutes, ce moment de partage, un vrai partage, comme quand on lance une balle de tennis à son partenaire. Un partage, non pas de mots, mais un partage de vérité, quoi, qui vous arrive que 5 ou 10 fois dans votre vie. Et c'était là sur scène. Alors je me suis dit que peut-être le métier de comédien était aussi un art. Je retourne au conservatoire et avec Jacques Weber, avec Giraudot, avec Balmer, avec Spiesser, avec Villeray, avec Nathalie Baye, avec toute cette génération de comédiens, parce qu'il y a toujours, tous les 20 ans, une génération de comédiens. Il y avait la génération de Belmondo, la génération Bardot, Noiret, Rochefort, Marielle, Mondy, toutes les grandes stars de cette époque, Girardot. Et là, c'était notre génération à nous. On passe le concours du conservatoire. J'ai les 3 premiers prix du conservatoire. Jacques a le prix d'excellence et je suis engagé à la Comédie Française. Mais avant d'être engagé à la Comédie Française, moi qui voulais pas devenir acteur, je suis pris à la suite d'un casting pour un court-métrage chouette. Je vais faire mes débuts au cinéma. Et ce court-métrage, il est réalisé par Jean-Pierre Moulin, qui est un acteur merveilleux et qui est pour l'instant, à cette époque-là, le fiancé de Marlène Jobert. Et donc, je joue dans un petit court-métrage qui s'appelle Chambre de bonne, et Jean-Pierre m'amène dans le plus grand coiffeur de Paris, Alexandre. Vous vous rendez compte? Oh là là, les lustres et tout. Moi, j'allais chez un coiffeur qui était un pied noir qui s'appelait Ortega, et où il y avait Albert Camus, qui était juste à 2 sièges de moi. Et j'avais 10 ans, 11 ans, et un jour, Ortega m'a présenté Albert Camus. Je ne sais pas qui c'était, je savais pas qu'en touchant sa main, je touchais la main de celui qui allait devenir mon héros posthume. J'étais donc, Alexandre, j'étais là, bon, je regardais, j'avais les longs cheveux, vous savez, à cette époque-là, on avait tous les longs cheveux, et mes héros, c'était Shakespeare, c'était les Beatles, et juste à côté de moi, il y avait un monsieur, mais juste à côté, vous savez, la 3e vie. Juste à côté, il y avait un monsieur qui était là avec une serviette sur la tête parce qu'on lui avait fait la moustache. Il enlève sa serviette, c'était Pierre Dux. Moi, je suis terrorisé parce que j'avais vu Z de Costa Gavras, c'était lui le salaud, là, le colonel grec et tout. Moi, ce type-là, il me terrorisait. Et Dux, qui est là, me regarde dans le miroir, je vois qu'il me quitte pas des yeux, il me dit, écoutez, je vous veux à la Comédie Française, vous allez passer votre concours du conservatoire, vous allez arrêter de faire des sottises. Et je vous engagerai à la Comédie Française et vous ferez tous les rôles de Gérard Philippe. Je compte sur vous. Il s'en va, ça va pas. Je tourne le court-métrage et comme je suis lauréat donc du conservatoire, je me retrouve donc à la Comédie Française. J'ai mis mon petit costume, je suis là, je vais signer mon contrat de pensionnaire. Je suis content parce que il y a Weber, mon copain qui est là, il y a Dusselier, il y a Perrin, il y a Boutet, il y a tout le monde. Je signe mon contrat et Pierre Dux me reçoit dans son bureau d'administrateur et je m'assieds et Pierre Dux arrive. Pierre Dux, la guerre, Dunkerque, gaulliste, homme de droite, un des héros de ma mère. Puis me voilà donc à la Comédie Française. Et à la Comédie Française, Pierre Dux tient parole, et me voilà à la Comédie Française dans tous les rôles, les Octave, Perdican, Cinna, Don Juan et le Cid, percé jusqu'au fond du cœur d'une atteinte imprévue, aussi bien que mortelle.
misérable vengeur d'une juste querelle, et malheureux objet d'une injuste rigueur, je demeure immobile, et mon âme abattue cède au coup qui me tue, si près de voir mon feu récompensé. Ô Dieu, étrange peine, en cet affront, mon père est l'offensé, et l'offenseur, le père de Chimène, que je sens de rudes combats. Quand on défend Corneille, quand on défend Racine, dans Andromaque, Hermione qui répond à Pyrrhus qui la jette pour épouser maintenant Andromaque, et qu'Hermione lui dit simplement une phrase. Je ne t'ai point aimé, cruel, qu'ai-je donc fait? Ces années de gloire de la comédie française, c'est une gloire, la gloire dans le sens de s'élever, comme la gloire dans le théâtre, ce nuage qui transporte les dieux. Là, il s'agit de la gloire des hommes. Ces années de gloire, elles sont merveilleuses, parce que tu as l'impression, effectivement, que le métier de comédien n'est pas un métier de mensonge, mais est un métier où tu es simplement porteur des poètes qui sont derrière et qu'on n'a pas le droit de trahir, et que cette Europe trahit, et que la France trahit. Depuis des années, il n'y a plus de troupes de Jouvet, il n'y a plus de troupes de Villars, il n'y a plus de troupes de Barrault qui allaient dans le monde entier faire entendre ces poètes. Mais je pense partir de la comédie française. Voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'avais 20 ans, j'avais un emploi de jeune premier romantique, on me colle partout l'ombre de Gérard Philippe, je voudrais vivre ma vie, quoi. Peut-être la vie dont je rêve, mais je ne sais pas quel est le sens de cette vie. Et puis tout d'un coup, la troisième vie, je vais pour tourner un film avec Brigitte Bardot, son dernier film, et Pierre Dux me convoque et me dit, bon, on va faire l'école des femmes, je vais jouer Arnolphe, vous jouerez Horace, et Agnès, pour une fois, heureusement, ça sera pas une petite idiote aux yeux clairs et blondasse, ça sera Martine Couture, cette élève du conservatoire qui ressemblait un peu à Édith Piaf. Martine Couture tombe enceinte. Il n'y a plus de Martine Couture dans Agnès. Dux me convoque, alors ce sera maintenant Nicole Jamet, qui est effectivement blonde aux yeux bleus. Elle tombe enceinte. Il n'y a plus de Nicole Jamet. Et je m'en trouve seul à la Comédie Française, puisque Dusselier-Perrin et les autres aussi vont faire du cinéma. Bon, ouais, je me dis, je vais m'en aller du français. Pierre Dux me convoque. Non, écoutez-moi. Franco Zeffirelli veut vous voir pour Lorenzaccio. Oui, ça va. Alors demain, vous prenez l'avion, vous allez en Tunisie. Mais monsieur l'administrateur, vous allez en Tunisie demain. Allez, hop. Allez, hop. Je jouerai Pierre Strozzi, l'autre rôle sublime de la pièce. Donc, je pars en avion le lendemain matin en Tunisie. J'arrive en Tunisie où un taxi m'attend. Je descends de l'avion et il y a le taxi et je monte dans le taxi. Et je me dis, bon, dans 10 minutes, je vois Zeffirelli. Zeffirelli, c'est Roméo et Juliette. Zeffirelli, c'est l'assistant de Luchino Visconti. Il est d'abord décorateur de pièces avec Mastroianni, avec Sordi, et il devient cet immense metteur en scène qui fait ce sublime film Roméo et Juliette de Shakespeare et Zeffirelli, la Calas. Et je suis là dans le taxi, dans 10 minutes, je vais le voir. 1 heure dans le taxi, 1h30 dans le taxi, 2 heures dans le taxi. J'ose pas parler parce que le monsieur, je comprends pas ce qu'il me dit. Et j'ai tellement envie de faire pipi, mais j'ose pas. On va peut-être arriver 3 heures dans le taxi. Et on arrive au bout de 6 heures, traverser toute la Tunisie. J'arrive à Mehmet. La voiture arrive au-dessus d'une espèce de montée de dunes. Et là, il m'ouvre la porte. Et je descends et je vois 10 000 figurants en costume d'hébreu. Je vois des ânes, je vois des marchés et tout. Et je vois des crucifix toute la Via Appia avec tous les Christ qui sont là. Et je vois des grues immenses avec au-dessus des caméras. Et je vois un monsieur avec un bonnet, c'est Zeffirelli qui descend de sa grue, vient. Moi, je traverse là, devant tout le monde. Tu dis que je dis là. Et Zeffirelli me prend dans ses bras. Viens, alors on va dans la voiture, on va à l'hôtel et tout ça. Et je vois un gars
qui est crucifié comme ça, qui est Robert Powell, et qui me fait comme ça. Le Christ m'a fait un clin d'œil. Je me dis, c'est bien, c'est extraordinaire. Il jouait le rôle du Christ, Robert Powell. J'arrive à l'hôtel. Zeffirelli monte dans sa chambre. Il y a 200 personnes. Il y en a qui sont en romains, il y en a qui sont en gladiateurs, en esclaves. Et poum, 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 on me fait le tampon. Et voilà, et prenez l'ascenseur. Et donc, moi, enfin, je monte dans l'ascenseur. Il y a, un grand ascenseur énorme. Je me retourne. Et là, je vois 3 personnes rentrer dans l'ascenseur. Rod Steiger, que j'avais vu sur les quais avec Marlon Brando, Olivia Hussey, dont tout le monde était fou amoureux et qui jouait donc Juliette dans Roméo et Juliette. Là, elle jouait la Vierge Marie. Et lui, qui c'est? Laurence Olivier. Je suis à côté de Laurence Olivier. Je respire le même air que Laurence Olivier dans un ascenseur, pourvu que je pète pas. Je sors de l'ascenseur et je passe la nuit avec Zeffirelli, qui est sublime, et donc je vais faire Lorenzo. Je reviens à Paris. Non, je fais pas Lorenzaccio parce que Dux ne peut plus le faire. Donc le couple avec Dux et moi fonctionnait, et c'est Louis Seigné qui va jouer Strozzi à la place. Donc c'est Claude Rich qui prend le rôle de Lorenzo pour la réouverture du français sublime. Giscard d'Estaing venait d'être président, et la salle Richelieu était rénovée, et je joue dans la pièce quand même qui est Léo le Petit Peintre. On fait un très gros succès là. Vous pouvez le voir en DVD, ça existe, parce que la pièce va être tournée dans la Comédie Française pour la première fois et retransmise en Eurovision. Il y aura 220 millions de téléspectateurs pour une pièce française. Et donc, je suis appelé par Dux dans son bureau. Claude Rich vient de se péter la cheville, si c'est pas la 3e vie. Et donc, je suis obligé de le remplacer en 4 jours. Je répète tout seul sur la scène, sans personne, le rôle de Lorenzaccio, et je le joue. Ce sont des mois extraordinaires d'être dans ce spectacle hollywoodien. Et donc, ce soir-là, quelques mois après, pour la 100e des 100e des 400 représentations, on va faire l'Eurovision. Il est 8h20. Tous les comédiens sont là, dans leur loge, en bas, dans le foyer et tout. Il n'y a pas de mystère. Il est où cet imbécile? 8h20, 8h25, mais il est complètement cinglé. Et j'arrive à 8h25 en bas de l'escalier du Français, à la place du Palais Royal, et il y a Pierre Dux qui est à côté de la statue de Madame Dux. Vous êtes complètement fou. Où est-ce que vous étiez? Je dis non, monsieur le traiteur, je suis pas fou, moi, parce qu'eux, ils sont tous morts de trac, alors que moi, j'étais au cinéma. J'étais au cinéma voir Belmondo, à l'opéra, au cinéma Biarritz, et maintenant, moi, je mets mon costume et je monte sur scène, et comme ça, allez, fichez-moi le camp. Je monte dans je mets mon costume, juste le temps, et je viens. Le rideau se lève, et on fait cette représentation. Enfin, je me dis, voilà, ça va, j'ai donné mon tribut de tout ce que m'a apporté cette maison sublime. Maintenant, je vais pouvoir m'en aller après cette chose-là extraordinaire. Et je me suis dit, voilà, j'ai fait mon devoir, je vais pouvoir vivre ma vie. Je vais dans le bureau de l'administrateur Pierre Dux. Ma vie tout court, elle n'a pas un grand sens, puisque toutes mes histoires d'amour sont que des échecs, et que je ne sais même pas ce que c'est que la vie. Et Dux me dit, allez, venez. Comment venez? Allez, venez, je sais. Vous faites bien de partir. De toute façon, l'emploi romantique, c'est fini. Venez. Je vous amène. Venez avec moi. Oh, discutez pas. Allez, je vous amène vers l'homme qui vous attend. Jean-Louis Barrault. Comment, monsieur l'administrateur? Jean-Louis Barrault. Allez, vous allez succéder à Barrault. Vous allez devenir le fils de Barrault. Jean-Louis Barrault? Les enfants du paradis? Jean-Louis, donc, me demande de devenir son successeur, et donc de mettre en scène, de donner justement ce sens rêvé à ma vie. Alors, je choisis, tiens, c'est original, le Cid, et après ce sera Lorenzaccio, c'est original, Don Juan, original encore. Et dans ces pièces, je vais enfin pouvoir donner ce qu'on ne donnait pas à cette époque-là, depuis Villard et Jouvet justement, qui avaient donné leur chance à Gérard Philippe, à Yvernel, à Hirsch même, à Noiret, à Annie Girardot, à Jeanne Moreau. On ne donnait pas leur chance aux jeunes. Non, on pouvait pas monter des pièces sans stars. Et les stars à cette époque-là, c'était justement Paul Meurice, François Perrier, Jacqueline Magnan et Raymond DeVos. Et donc, je prends pour jouer dans ces pièces-là mes élèves du cours Florent.
Et mes élèves du cours Florent, qui sont tous devenus les stars, les Marceau, les Attal, les Vincent Lindon, les Kiberlin, les Réali, les Duléry, les Charmetan, les Spiessa et compagnie, ces élèves-là, je les distribue dans le CID et je distribue Juliette Binoche pour jouer Chimène. Je l'aime. Pour moi, c'est une flamme. Et je pense que Juliette va devenir, oui, la Piaf du théâtre. Juliette me quitte, elle va tourner un film, comme Isabelle, pareil, et je me retrouve sans Chimène. Et comme on jouait 11 fois par semaine dans une salle de 1200 personnes, comme elle était à cette époque-là, je prends 2 Chimènes, Jeannie Gastaldi, qui était l'héroïne de Antoine Vitesse, mon professeur du conservatoire après Simon, et je prends Emmanuel DeVos, qui n'avait jamais joué, et qui est sublime dans Chimène. Mais Barrault me dit, bon, très bien, parfait, alors qui tu veux? Ben, je dis, Jean-Louis, je te veux toi dans Le Roi. Ben, très bien, très bien. Et puis, et je dis, je veux Jean Marais. Quoi? Je veux Jean Marais dans Don Diego. Ah, très bien. Jean Marais, mon héros. Et je me retrouve en répétition avec Barrault, avec Marais, plus tard avec Hirsch, avec Fanny Ardant, avec Weber, avec tout le monde. Et je fais monter sur scène Jean Marais. Et Jean Marais, qui savait déjà son texte par cœur, l'habitude des grands monstres sacrés. Oh, rage! Oh, désespoir! Oh, vieillesse ennemie, n'ai-je d'antan vécu que pour cette infamie? Et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers que pour voir en un jour? Ça va, ça te plaît? Je n'ai jamais entendu cet homme-là dire un mot de mal de qui que ce soit. Le CID est un extraordinaire triomphe avec tous ces acteurs magnifiques. Et un jour, il y a une bombe. Et donc tout le monde évacue la salle, tout le monde est sur le trottoir, en bas des Champs-Élysées, en perruque, en costume, mêlés aux spectateurs qui sont là, qui tapent pour savoir si c'est du fer ou pas du fer. Et tout d'un coup, je dis, mais où est Jeannot? Où est Jeannot? Je remonte dans le théâtre, qui est complètement noir. Les policiers sont en train de chercher la bombe partout, et je vais jusque dans... Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais Jeannot, mais tu es complètement fou. Viens immédiatement. Écoute, je suis ton metteur en scène, je te demande de sortir. Ah mais non, mais qu'est-ce que tu veux qui m'arrive? Alors, regarde, je suis avec Maya l'abeille. Maya l'abeille, c'était son ventilateur qui faisait bzzz, c'est son Maya l'abeille. Jean Marais, extraordinaire, en matinée, la salle est bourrée d'étudiants, de 1200 personnes comme ça, qui sont là, qui sont fous de joie, ça a commencé la pièce et tout, et c'est l'entrée du CID. Rodrigue! As-tu du cœur? Et moi, je rentre en Rodrigue, fier comme un pan, comme ça, extraordinaire. J'arrive, comme ça, tout autre que mon père l'éprouverait sur l'heure. Et je vomis. J'ai un geyser. C'est là où je me suis rendu compte qu'on vomit, c'est tout rond. Hein. C'est pas étalé, ça s'étale en bas. Et donc il y a une mare de vomi. Et les jeunes dans la salle disent, c'est chouette la mise en scène, c'est bien, c'est très bien. Et je dis, blanc comme un linge, à Jeannot, qui est comme ça. Et je dis, continue, je t'en supplie, continue. Ah non, sort, on reviendra, on refera. Et on sort, et on a refait cette représentation. Cézanne et Barrault étaient extraordinaires. Jean-Louis a un cancer du pancréas, lui aussi. Et au moment où je dois succéder à Jean-Louis, le gouvernement, le ministre de la Culture, m'apprend que, alors que je signais, avec le stylo dans la main, vous savez que je ne veux pas de troupe. Comment? Non, je ne veux pas de troupe. Quoi, pas de troupe? On fait le théâtre Renaud Barrault, il n'y a pas de troupe, il n'y a plus de compagnie Renaud Barrault. Non, c'est fini, Francis, le temps. Ah bon, c'est fini. Et je déchire le contrat. Je me suis à ce moment-là conduit dans une autre vie, qui était plus cette troisième vie qui m'était destinée, mais la vie rêvée, c'est-à-dire de devenir chaque soir sur scène un autre, un personnage, un inconnu pour moi au départ, et d'essayer, dirigé par un chef d'orchestre, le metteur en scène, de donner quand même une petite part de mon âme
à ces rôles successifs. Et j'ai eu la chance à ce moment-là, pendant une dizaine d'années, d'être choisi pour interpréter des rôles d'auteurs américains, anglais, français, et tout d'un coup c'était Eric Emmanuel Schmitt, et tout d'un coup c'était Companèse, et tout d'un coup c'était les pièces qui triomphaient dans le monde, et je tournais sans cesse des films, je tournais des grandes séries télévisées, j'allais dans le monde entier, et un jour, dans ma loge, vient un jeune comédien qui avait été mon élève, qui venait d'avoir le prix au Festival de Moscou, qui faisait des cinémas, il était venu comme élève, le jour où il était venu passer ce concours de la classe libre. On avait créé avec François Florent la classe libre, c'est-à-dire que les élèves passaient un concours comme X Factor, comme The Voice, et ils avaient gratuitement pendant 3 ans le statut d'élève de la classe libre, il y en avait 30 par an. Et parmi ces élèves, quand ils étaient obligés de passer l'examen, ils passaient une scène de leur choix. Et ce gosse-là, il avait été prendre un vrai revolver avec un copain gangster qu'il avait. Il passe la classe libre avec son flingue ici, et quand il arrive et qu'il y a les 300 élèves de chez Florent, il choisit une fille en lui disant « Tu veux bien me donner la réplique dans Le Parrain ?» Tu dis rien, tu dis 3 mots. La scène de Keaton quand Pacino s'engueule, c'est Christina Reali. Il la met en face de lui, il est là, il y a Florent et moi comme jurés dans la salle, et le gosse, il commence, il commence à parler, et tout d'un coup, il nous voit tous les deux, Florent et moi, en train de discuter, parce qu'on était en train de se dire, mais il est pas mal, ce type-là, mais oui, mais je trouve que tu vois, il a un peu, mais c'est le sosie de Sylvester Stallone, mais non, mais crois-moi, regarde, il a quelque chose, ce type-là. Et le gosse, il croit qu'on se fout de lui et qu'on parle d'autre chose, et il sort son flingue, poum, poum, et il tire 2 vraies balles dans le sol. Florent le fout à la porte. C'est pas du respect. Et il sort. Et le soir, on lui a téléphoné pour lui dire qu'il était reçu à la classe libre. Et il a donc fait la classe libre, et il est devenu Steve Suissa. Et c'est lui qui, évidemment, dans ma loge, vient à la loge de variation et me dit ouais. J'étais dans la salle, qu'est-ce que t'es mauvais. T'es vraiment un acteur très mauvais, quoi. Tout le monde te lèche les bottes et tout ça, très bien, mais moi je te dis, t'es mauvais. Tu joues, t'es là, tu fais, c'est pas toi, quoi. C'est pas vraiment toi. C'est pas le mec que j'ai vu, moi. Non, c'est pas ça. Je dis, ah bon? Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bah rien, faut rien que tu fasses, quoi. C'est fini, arrête. Faut pas faire ça comme ça. Je dis, ah bon, faut le faire comment? Bah, je sais pas que je te dis, mets-moi en scène. Et il me met en scène. Dans une pièce américaine, évidemment, Bronx, et pendant 10 ans, ce gosse va complètement changer mon point de vue sur ce qu'est un comédien. Qu'est-ce que c'est un comédien? Non, c'est quelqu'un qui, comme une éponge, doit faire jouer le rôle par le public. Le public doit se mettre dans la peau du comédien et pas le comédien dans la peau du rôle qui n'existe pas. C'est comme quand vous entendez une chanson, vous la chantez en même temps. Elle est en vous. Alors ce métier, il me rend heureux parce que j'ai l'impression de rendre heureux les gens et j'essaye de choisir, grâce à Steve, des pièces qui apportent quelque chose d'autre aux gens qui sont là. Je reçois un coup de téléphone dans ma loge. Comment? Un téléphone? Ah bon? Je vais dans le couloir, je prends l'appareil. Allô? Hein? Oui? Hein? Francis? C'est Francis Huster? Hein? Oui? C'est François Mitterrand. Et je vous attends à l'Élysée. Alors tu me fais chier, Jacques, ça va. Poum! Et je raccroche. J'étais persuadé, c'était Jacques Villeray qui me faisait une blague. Je reviens dans ma loge, le directeur du théâtre frappe dans ma loge, Régnier, il m'a dit, vous êtes complètement fou, espèce d'imbécile, le président vous téléphone. Vous êtes fou, non? On lui raccroche au nez. Ah bon? C'est le président? Ah bon? Allô, monsieur le président? Hein? Oui? Hein? C'est pas Jacques Villeray? Hein? Bon, allez, venez, je vous attends. Je raccroche, je prends le métro pour aller plus vite. Et je suis dans le métro. Alors quand vous êtes dans le métro, que vous tenez le truc du métro et que vous avez des gens autour de vous et que vous les regardez et que vous vous dites, ils savent même pas que je vais voir Mitterrand, je vais voir le président de la République, c'est vrai, je suis là et j'arrive à l'Élysée. Et quand on arrive à l'Élysée, on monte et il y a les portraits de tous les autres présidents de la République. Je vois De Gaulle, je vois Pompidou, je vois Giscard, et il y a un grand monsieur énorme, vous savez, comme Game of Thrones, là, comme ça, énorme. Suivez-moi, Monsieur Francis Huster. Moi,
terrorisé, et j'arrive, il y a la porte qui s'ouvre, et François Mitterrand me reçoit à lire les jardins de l'Élysée, vraiment dans son bureau. Et il est là, il fait semblant d'écrire, hein, asseyez-vous. Hein, alors, Francis? Alors? J'ai l'intention de vous décerner la Légion d'honneur. Pourquoi, Monsieur le Président? Comment pourquoi? Et on parle pendant 43 minutes. Et là, François Mitterrand, que je vois donc là, à 1 mètre de moi, m'apparaît pas du tout comme un président de la République, mais comme un acteur. Séduisant, extraordinaire. J'ai l'impression de voir André, d'ailleurs, par moments. Cet homme absolument incroyable se trouve là devant moi, et un homme qui avait donné un sens à sa vie et qui avait un but et qui avait tout sacrifié pour y parvenir. Et cette vie, elle nous apprend, finalement, qu'on a à l'intérieur de soi la plus belle des récompenses, celle qu'on veut partager ensemble ici au théâtre. Et quand on entend certains mots, comme vous les entendez, on découvre qu'on aurait pu soi-même les trouver, qu'on aurait pu s'exprimer comme Shakespeare, comme Corneille, comme les autres. La tendresse humaine.